Nous sommes le jeudi 28 mars 2024. Mon nom est Danick Julien. Voici le bulletin d'information régional du comté de Portneuf. Info, CJFR. Un colloque des communications a eu lieu à Saint-Raymond ce lundi afin d'entamer des discussions sur l'avenir des médias portneuvois. Les bourses des petits débrouillards, une initiative du député de Portneuf, Vincent Caron, permettront à plusieurs projets dans les classes des écoles primaires de la région de se réaliser. Nous parlerons avec Caroline Boily, l'artiste portneuvoise, du lancement de son album Le Feu sous le toit. Finalement, près de 8 millions de dollars sont investis dans les infrastructures d'eau de Portneuf. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le comité Vas-y de Portneuf vient en aide à beaucoup de personnes, que ce soit au niveau des transports médicaux, de l'aide aux commissions, de la réalisation de rapports d'impôts et j'en passe. Cet organisme dirigé par le coordonnateur François Drolet a reçu la semaine dernière près de 300 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour la réalisation d'un nouveau projet. Celui-ci est un réseau d'entraide communautaire pour les aînés de Portneuf. Pour en parler, M. Drolet est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Drolet. Bonsoir, Danick. Ça va bien? Merci d'être des nôtres. Ça va bien, vous? Ça me fait plaisir. Et toi, ça va bien? Oui, merci. Monsieur Drolet, avant de rentrer dans le projet là, du réseau d'entraide communautaire, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est le comité Vas-y? Le comité Vas-y est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 40 ans à Saint-Raymond. Ça a été fondé par des gens qui étaient dans différents organismes paroissiaux à l'époque. OK? Et qui se sont réunis pour répondre à des besoins qui existaient à ce moment-là, dont le transport accompagnement pour les rendez-vous médicaux, ce qui demeure notre activité principale actuellement. On a aussi les commissions, comme vous l'avez mentionné. On fait de la préparation et de la livraison d'épicerie. On fait de la livraison de popotes roulantes à domicile. On va aussi faire de la préparation de rapports d'impôts. C'est notre grosse saison. Et actuellement, il y a comme eu un engouement, naturellement, au mois de mars. Le mois d'avril commence. Il nous reste beaucoup de place à partir du 7 avril. Donc, si les gens... C'est un service qui est gratuit, qui est offert aux gens. Là, il y a des critères. Il faut aller sur notre site pour les voir. Mais généralement, c'est moins de 35 000 $ pour une personne seule ou 45 000 pour un couple pour être admissible. Il y a d'autres petites conditions, mais ça, on peut s'arranger avec ça. Il nous reste, on fait aussi de l'aide au formulaire, puis on s'en vient avec un nouveau service qui va être les services d'amitié. C'est-à-dire qu'on va faire des appels téléphoniques d'abord, pour briser l'isolement des personnes aînées qui sont tout seules, qui sont seules à domicile. Puis éventuellement, on veut ajouter à ça des visites d'amitié, c'est-à-dire qu'on va avoir un bénévole qui va se rendre, rencontrer les jeunes peut-être une fois par semaine, une fois par 15 jours. Discuter avec eux. Discuter avec eux, peut-être jouer aux cartes ou faire des activités là, pour lesquelles on va essayer de trouver des gens qui ont des intérêts communs, qui puissent passer un bel après-midi ou un beau matin, là, dépendamment du moment où ils choisiront. Monsieur Drolet, concernant le projet Réseau d'entraide communautaire pour les aînés de Portneuf, on comprend tout de suite que ça a bien rapport avec votre mission, mais pouvez-vous nous parler justement de c'est quoi ce projet-là? Ce projet-là, là, c'est un projet de créer un réseau d'entraide communautaire pour les aînés de Portneuf. OK? Donc, ça s'inspire de différents projets qui existent déjà. OK? On parle des voisins solidaires de l'espace Muni. On parle aussi des super voisins de la MRC du Rocher-Percé. On parle aussi des travaux qui ont été de mon histoire en héritage. Oui.
qui existe, que vous avez diffusé ici, qui est fait en collaboration d'ailleurs avec CGSA, de la table des aînés de Portneuf. Donc, c'est tous ces éléments-là ensemble qu'on va essayer de regrouper pour créer là, ce qu'on appelle, pour implanter des super voisins. Le super voisin, c'est quoi? Là? C'est une personne qui va aimer être en présence des aînés, qui est capable d'établir des relations avec eux et qui va être respectueuse, amicale et qui va avoir la capacité de passer du temps avec eux, là, avec une personne seule. La base, ça va être de savoir écouter, de savoir observer et respecter les personnes en question, puis rendre des petits services qui améliorent la sécurité des aînés. Ces super voisins-là, est-ce que vous allez les recruter parmi justement les entourages des aînés qui utilisent déjà vos services? Ça va fonctionner comment? Ça va être... Généralement, là, ce qu'on vise, c'est de recruter des gens dans le milieu, que ce soit à partir... Là, on va avoir une structure qui va être mise en place. Okay? On va avoir un chargé de projet, on va avoir un coordonnateur avec lui. Puis ces gens-là vont coordonner le travail des municipalités, des organismes communautaires, des organismes partenaires, pour de faire en sorte de passer le message et de regrouper ces gens-là, parce que c'est pas contraignant comme d'être un super voisin, ça va être beaucoup plus de développer, de ramener des anciennes valeurs qu'on avait, c'est-à-dire d'observer nos voisins puis d'aller offrir un service, de bonne allure, que ce soit aller pelleter le perron quand il y a de la neige, l'entrée, d'aller faire des petites courses, sortir les poubelles, ou même juste d'aller voir, j'ai pas vu mon voisin depuis hier, normalement il sort à telle heure, il n'est pas sorti, puis je vais aller m'enquérir, sa santé. Puis ça va être aussi de créer un lien avec les gens pour leur demander s'ils connaissent, par exemple, les services existants. Donc, on va donner de l'information, puis on va suggérer des formations à nos super voisins pour améliorer leur qualité d'intervention, puis en même temps les connaissances de chacun. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le projet de gériatrie sociale qui est dans Portneuf, qui est chapeauté par la table de concertation des aînés de Portneuf. Ça vise à former des sentinelles. Les sentinelles sont là, reçoivent une formation, c'est 3 heures, ça se fait super bien. Quand vous sortez de là, vous êtes en mesure de faire la différence entre un vieillissement normal et un vieillissement anormal. C'est-à-dire quand une personne aînée arrive tout d'un coup à l'hôpital, qu'on ne l'a jamais suivi avant, les médecins partent de loin pour s'en occuper. Donc, si les gens qui font de la gériatrie, on observe nos voisins, tout ça, maintenant, on va peut-être dire, regarde, ce sera peut-être le temps d'aller consulter dès maintenant. Il va y avoir un suivi d'établi. Puis, par la suite, c'est beaucoup plus facile quand il y a une prise en charge. Si jamais il y a un événement, non pas juste d'arriver dans un événement critique où il s'est passé quelque chose parce que sa santé s'est détériorée alors qu'elle aurait pu être prise en charge, puis ralentir la détérioration, donc maintenir à domicile les gens le plus longtemps. On est beaucoup en mode prévention. Donc, votre projet, le réseau d'entraide, justement, c'est pour permettre, que, au niveau de la communauté, là, on soit un peu plus soudés aussi, de ce que je peux comprendre. L'idée, là, c'est de ressouder toute la communauté. Puis il y a des études qui prouvent que plus une communauté est soudée, plus on s'occupe des voisins, qu'on a conscience de notre environnement, plus ça a un impact positif sur notre milieu. Puis c'est un peu l'objectif, c'est de sortir un peu le nez de nos tablettes, de nos téléphones, puis peut-être de parler un peu plus, donc de communiquer, puis en même temps, ça rassure les gens, puis ça va nous permettre de rejoindre aussi la clientèle qui est plus aînée, qui est plus âgée, là, disons, et qui sont moins familiers avec les réseaux sociaux. Donc, nous, on va développer aussi des moyens de communication pour rejoindre cette population-là. On va viser beaucoup sur des anciens modèles, là, la communication papier, des conférences, des rencontres comme ça, parce que il faut se dire que les chiffres actuellement, c'est qu'on a à peu près 33 % de nos gens qui sont connectés dans Portneuf. Seulement dans nos aînés, dans les plus de 65 ans, là, c'est seulement 33 % des gens. Là. Comme ils représentent déjà comme presque 23 % de la population. Donc, on parle de 13 000 personnes dans tout Portneuf. Alors, ce projet, c'est pas juste pour le comité Vas-y, on vise l'ensemble de Portneuf, d'aller toucher, de rejoindre chacune des municipalités, puis de créer ce réseau-là de super voisins. Donc, vous allez avoir justement une personne ressource, là, je pense, avec ça. Le financement de 300 000 $ fait partie de ça. Le financement de 300 000 $ va nous servir à payer les personnes qui vont travailler à temps plein là-dessus. Moi, puis un comité de gestion, ce qu'on va faire, c'est simplement encadrer et s'assurer qu'on atteint les objectifs qui nous ont été fixés. Puis, on va aussi faire en sorte que les communications s'établissent entre les organismes
que le coordonnateur et le chargé de projet établissent les liens avec les municipalités, les organismes, de façon à pouvoir avoir un impact dans le milieu, vraiment entrer dans le milieu, puis rejoindre les bonnes personnes à ce moment-là. Et les argents sont en partie pour les salaires, un peu d'équipement informatique, c'est sûr, où est-ce qu'on est aujourd'hui. On a du kilométrage aussi à débourser parce que là, nos gens vont se promener beaucoup. Et l'autre chose, c'est qu'on a des activités organisées, puis on va avoir aussi de développer des outils de communication qu'on va pouvoir remettre aux gens. Donc, c'est surtout le projet, il se regroupe à peu près dans ça là, pour arriver à nos fins. L'autre chose, c'est qu'on vise ça sur 3 axes, c'est-à-dire des aînés super voisins. OK? On a des gens déjà qui se déplacent. Moi, je connais un monsieur ici à Saint-Raymond qui a plus de 70 ans. Puis lui, de par lui-même, là, il connaît une personne de 80 ans un peu plus loin. C'est lui qui va déneiger son entrée l'été, qui va faire différentes choses, va l'aider pour son gazon l'été. Donc, cette personne-là, je vais essayer d'aller la chercher pour lui demander de se joindre à nous pour, en même temps, parler de son expérience. Puis on va profiter aussi de son expérience. On va nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui l'agace, comment on pourrait l'aider, OK, pour développer davantage ce réseau-là. Puis on veut aussi aller chercher nos ados via les commissions scolaires, les centres de services scolaires, les anciens termes reviennent, et à ce moment-là, de développer un ado super voisin. Puis en même temps, l'ado super voisin, ça va peut-être nous permettre d'aller chercher des parents qui sont bien occupés. Exactement. Fait qu'on va essayer de développer ces projets-là là, en communauté, puis on se base beaucoup là-dessus sur l'expérience de mon histoire en héritage qui a prouvé que ça apporte de bons résultats, puis ça améliore les communications intergénérationnelles. Des liaisons là, entre les générations. Exactement. C'est l'objectif. Le temps passe vite, M. Drolet. On arrive à la fin de l'entrevue. S'il y a des gens qui nous ont écoutés ce soir et qui se disent « Bon, moi, j'aimerais ça en faire un peu plus », j'imagine qu'ils peuvent justement rester au courant des développements du projet. Le projet, on va avoir une structure qui est en train de se développer. On va vous revenir, peut-être si vous nous invitez. On viendra parler du développement comme tel, mais ils peuvent toujours s'informer, demander de l'information au comité VOSI. Pour le moment, on va centraliser avant que nos gens soient en place. On va s'occuper de prendre les gens qui seraient intéressés à mettre l'épaule à la roue là-dedans, qui nous contactent. Puis on va construire une banque de personnes intéressées. Numéro de téléphone pour le comité VOSI? 418-337-4454. M. Drolet, je vous remercie. C'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Danick, de nous avoir reçus. Merci. Au revoir. On poursuit dans votre bulletin d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que ce lundi 25 mars, il y avait le colloque sur la circulation de l'information dans Portneuf-Jacques-Cartier qui était organisé par le journaliste Michel Beausoleil à la Maison de la justice de Saint-Raymond. 5 panélistes étaient sur place pour discuter des enjeux qui touchent la communication au Québec, mais aussi dans Portneuf, comme le milieu des communications a grandement changé dans les dernières années et décennies. Parmi eux, on retrouvait M. Michel Cloutier de la radio Portneuf, de Portneuf, Choc FM, qui, d'entrée de jeu, proposait l'idée de séparer les créateurs de contenu d'information des diffuseurs. Selon lui, avoir une agence de presse indépendante vendant ses services aux médias locaux assurerait une meilleure transmission de l'information. Le voici concernant les enjeux de la production de nouvelles dans son milieu. Que si tu es diffuseur de contenu, c'est difficile d'investir dans ta salle des nouvelles avec des journalistes à temps plein qui sont partout parce que c'est pas rentable. On va se le dire, hein, c'est pas rentable. Présentement, on fait de la nouvelle locale, mais on en fait très peu. On s'alimente beaucoup à la presse canadienne, donc on a 1 ou 2 nouvelles locales le matin qui, bien souvent, proviennent d'un autre média d'information. Et on y va avec les nouvelles de la presse canadienne, on fait notre bulletin, et puis, à un certain moment donné, tu sais, Michel, tu étais avec nous, les conditions budgétaires nous permettaient d'avoir beaucoup plus de nouvelles locales. Puis c'est plate à dire, mais il n'y a pas eu de changement sur les revenus commerciaux de la station. Je veux dire, je le dis ouvertement, les bulletins étaient de meilleure qualité locale quand tu étais là, mais moi, au niveau de la rentabilité de l'entreprise, ça ne changeait rien. Selon Aubert Tremblay, ancien directeur général de CJSR et journaliste à l'émission de la Semaine verte de Radio-Canada pendant de nombreuses années, il y a une importante perte d'énergie actuellement au niveau des médias de Portneuf. Lui aussi croit qu'il faut que la région concentre ses efforts pour informer la population. Voici ce qu'il avait à dire. Ce qu'on raconte sur le fait que les agences de presse, on regroupe les ressources. Nous autres, à CJSR, on est producteurs de contenu, mais je vois souvent dans les conférences de presse, on est 3 journalistes de 3 médias différents dans un petit milieu comme Portneuf. C'est parfaitement absurde actuellement, là. On a besoin absolument, si on veut
avoir vraiment une couverture intéressante. On n'est pas dans un désert ici à Portneuf, parce qu'on a la radio, on a la télévision, on a les journaux, le journal. Mais donc, il faut absolument quand même... Là, 3 personnes couvrent la même nouvelle, puis on met ça, finalement, les 3, sur le net. C'est un peu, à quelque part, là, il y a vraiment une perte énorme. On ne peut pas se permettre ça dans une petite région comme nous autres, cette perte-là d'énergie et d'argent. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à se mettre ensemble pour avoir, au lieu d'avoir 3 fois la même nouvelle dans 3 médias différents, avoir 3 nouvelles différentes dans chacun de ces médias-là aussi. Je reviens ce que disait Michel. Dans les panélistes présents, on retrouvait aussi Mme Valérie Gaudreault, qui fut jusqu'au mois de janvier 2024 la rédactrice en chef du journal Le Soleil. Cette dernière appuie l'idée d'une agence de presse régionale. La voici. La question de diffuseur-producteur, moi, je le vois à deux égards, et je sais que le projet qui est présenté, je le dis tout de suite, je suis favorable. Je le trouve extrêmement intéressant parce que j'y trouve l'inspiration non seulement dans les grandes agences de presse comme sont la Presse canadienne ou sur le plan international l'AFP ou autres agences France-Presse, Associated Press, qui ont de tout temps mis en commun des ressources et du contenu. Et ce que j'aimais dans la vision diffuseur-producteur de Michel, c'est que nous, dans les coops de l'information, à partir du moment où les 6 journaux que je vous ai mentionnés, que je viens de vous mentionner, on dit on devient une coopérative avec des unités médias régionales qui gardent leur marque, donc qui restent ancrées dans leur histoire. Il y a un partage de contenu. Il faut viser l'efficacité. C'est pas vrai qu'un nouvel album d'une vedette de portée nationale comme Pierre Lapointe aurait besoin de 6 textes. Ça peut être frustrant parfois, parce qu'il y a toujours quelqu'un, le réalisateur de l'album, ou le parolier vient de Granby, ou un autre vient de Québec, puis on aimerait avoir la couleur locale. C'est pas toujours possible. Et j'aime bien mieux qu'on ait un texte dans les 6 journaux pareils sur Pierre Lapointe, et que peut-être un journaliste dans la section des arts du droit à Gatineau, ou peut-être à Shawinigan, parce que je pense que sur le plan de la gestion des arts, il y a eu des petits problèmes récemment, soit en train d'enquêter, par exemple, sur des subventions ou l'usage de fonds. Vous savez, donc, d'éviter ces dédoublements. Le professeur à l'École nationale d'administration publique, M. Philippe Dubois, qui, dans sa carrière, travaille sur la communication publique et politique, était également présent lors du colloque. Ce dernier a dressé un constat sur l'état actuel des communications. On l'entend. Et on a oublié le fait, à mon sens, que les médias vont mal parce que la démocratie va mal. Et ça, les études le montrent partout sur la planète. En Occident, la démocratie est en recul. La majorité des pays aujourd'hui ne vivent plus dans ce qu'on peut considérer comme étant être une démocratie saine. Et une des causes de ce recul-là, c'est la qualité du débat public. C'est la capacité que les journalistes ont à faire leur travail. C'est au final comment l'information peut circuler. Et ça a des conséquences très concrètes puis très quotidiennes. Dans une communauté comme celle du comté de Portneuf, mais si on n'a pas accès à l'information sur ce qui se passe chez nous, bien, c'est drôlement difficile de porter un jugement éclairé sur ce qui se passe chez nous. Puis d'être capable de dire, est-ce que les personnes qu'on a élues pour administrer le collectif font une bonne job ou pas? Est-ce qu'on est en train, comme citoyens, d'en avoir assez pour notre argent ou d'avancer dans la direction qu'on veut avancer? Donc, cette crise de la démocratie-là, qui paraît comme étant très méta puis très loin de notre quotidien, au final, ça nous touche à tous les jours. À la fin de ce colloque, 8 personnes sont restées pour tenter de trouver des solutions concrètes aux enjeux qui touchent l'information et la communication dans la région, en s'orientant vers l'idée d'une agence de presse indépendante financée par les fonds publics et par le privé. Il a été déterminé que 4 ou 5 journalistes seraient suffisants pour couvrir l'entièreté de la région de Portneuf. 639 000 $ sont investis dans Portneuf et c'est environ c'est par les diverses caisses des Jardins du territoire que c'est possible. La semaine dernière, les caisses de Saint-Raymond, Sainte-Catherine, du centre de Portneuf et de l'ouest de Portneuf ont tenu leur soirée visant à présenter les lauréats des fonds du développement du milieu.
Le fonds d'aide au développement du milieu consiste en un fonds dont le budget est voté par les membres en assemblée générale annuelle. Les sommes ils sont puisées à même les excédents de la caisse et servent à promouvoir des projets soutenant sur le territoire desservi par l'institution financière. Un appel de projet est lancé chaque année en octobre à la semaine de la coopération et les organismes du milieu sont invités à soumettre leur candidature. Comme plus de 30 projets ont obtenu des fonds cette année, nous n'en ferons pas une énumération. Cependant, voici la liste complète qui défile à l'écran. Pour la Caisse Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, on remarque que des montants importants ont été alloués au camp Port-Neuf, au Nid des Petits et aussi pour le 200e anniversaire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pour la caisse du centre de Port-Neuf, le club Active Gym de Donnacona, les Chevaliers de Colomb et la ville de Cap-Santé ont également obtenu du soutien. Et finalement, pour l'ouest de Port-Neuf, la coopérative de solidarité habitation des Marais, le camp Queneau et le parc naturel régional de Port-Neuf ont également obtenu d'importants montants. Le personnel enseignant des écoles primaires de Port-Neuf bénéficie maintenant d'un nouveau programme mis en place par le député de Port-Neuf, Vincent Caron, en collaboration avec le Centre de services scolaires de Port-Neuf, afin de les aider à concevoir des projets bénéfiques pour les jeunes étudiants. Cette initiative s'appelle les bourses des petits débrouillards et s'adresse à toutes les classes des écoles primaires de la région. Au total, 32 bourses de 250 $ sont remises pour des projets qui peuvent ressembler à un atelier de jardinage, de cuisine, à l'achat de livres et j'en passe. Comme le niveau secondaire bénéficiait déjà du gala Persévérance, il est important pour le député d'épauler les élèves du primaire dans leur parcours scolaire. Le voici concernant le projet des petits débrouillards. Comme je le disais tout à l'heure, on avait déjà le gala Persévérance qui était, lui, destiné à nos élèves des écoles secondaires. Et bien maintenant, on a des petites bourses qui sont mises en place pour les écoles primaires cette fois. Et puis, je peux vous assurer qu'on va pérenniser ça chaque année. En tout cas, tout le temps que je serai élu, on va pérenniser ça parce qu'on s'est rendu compte que ça avait beaucoup de succès. Bien entendu, tout ça, c'est impossible à faire si on n'a pas la précieuse collaboration du Centre de services scolaire de Port-Neuf. On a donc, grâce au Centre de services, pu diffuser l'information dans toutes les classes. Il y avait une date butoir qui était la date du 18 mars. Et au total, c'est 32 bourses de 250 $ chaque à remporter pour un total de 8 000 $ qui était annoncé à l'origine. Plusieurs types de projets sont admissibles pour les bourses des petits débrouillards. Voici les exemples donnés par le député Vincent Caron. Par exemple, aménagement d'un coin sensoriel, achat de matériel pour un jardin communautaire, atelier de cuisine, sensibilisation à la sécurité, sensibilisation à l'environnement. Il y a par exemple le projet de Madame Arsenault-Gunn, enseignante en 6e année d'anglais intensif à l'école du Bon Pasteur à Cap-Santé. Un projet qui s'appelle Les Monstres Bienveillants. En fait, par ce projet, eh bien, on veut exorciser en quelque sorte la peur de plusieurs élèves qui vivent notamment avec des terreurs nocturnes. Donc finalement, ça va au-delà de ce qui se produit dans les classes. Ça s'étend même à des situations qu'on peut vivre à la maison. Un système de cotation a été mis en place pour savoir quels projets ont été retenus parmi les critères. Il y a donc l'implication des élèves, l'originalité, l'impact sur la motivation et la persévérance. Bon, évidemment, il y a aussi les retombées sur le long terme. Au total, 55 projets ont été présentés. Et pour les 23 projets qui n'ont pas remporté les bourses de 250 $, un montant de 100 $ a tout de même été attribué. De ce fait, environ 10 000 $ ont été nécessaires pour cette première édition de l'initiative. Voici Vincent Caron, suivi de la professeure Marjorie Parent, qui parle du projet Coup de cœur de cette année. En plus de la bourse puisque vous êtes notre projet Coup de cœur, en plus de la bourse de 250 $ qui va vous être attribuée, eh bien j'ai le plaisir d'y ajouter 150 $ de certificats cadeaux,
que vous allez pouvoir acheter, parce que j'ai vu que votre projet s'étend aussi vers essayer de faire découvrir aux enfants des plans qui pourraient être consommés par celles et ceux qui ont la chance d'aller dans l'espace. Donc, en tout cas, ce sont des certificats cadeaux émis par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf que j'achète pour pouvoir aller acheter justement des choses dans le secteur. Comme moi, mon projet sur l'espace, ça fait 4 ans que je le fais maintenant. Puis à chaque année, j'avais un arrière-goût de j'aurais pu faire plus, je pourrais faire ci. Mais là, quand j'ai vu l'offre des petits débrouillards, la bourse de 250 $, j'ai dit je dois tenter ma chance parce que c'est l'occasion d'aller au bout de mon projet. Puis je suis vraiment contente parce que cette année, je vais finalement pouvoir le faire. On va parler des astronautes, de qu'est-ce qu'ils mangent, parce que moi, je cuisine beaucoup avec mes élèves. On va faire un système solaire géant, on va aller dehors ou dans le gymnase selon la météo. Les élèves vont devenir des planètes, des astéroïdes, des satellites. Donc, c'est tellement de choses que je suis contente de pouvoir leur faire vivre. Je ne peux pas dire merci comme je voudrais, mais merci, puis merci beaucoup. Pour le Centre de services scolaires, l'initiative est extrêmement bénéfique pour les écoles de la région. Voici la directrice générale, Laurie Leroux. Très fière en même temps. Écoutez, j'ai la chance en ce moment, moi, de visiter toutes les écoles. J'en ai visité près du 50% là, jusqu'à présent. Et je vois des enfants heureux. Je vois des milieux d'apprentissage extraordinaires. Je vois des gens engagés. Puis, Madame Parent, là, est un exemple aujourd'hui. Puis, je suis certaine que les bourses vont faire leur chemin dans les salles de classe parce qu'on voit des projets créatifs, on voit des jeunes engagés. Donc, je trouve que l'esprit du projet est vraiment là, tout à propos pour le Centre de services scolaires de Portneuf. Vincent Caron a annoncé que le projet sera reconduit l'an prochain. Au retour de la pause, on parle du parc naturel de Portneuf qui bénéficie d'un investissement majeur de la part du gouvernement du Québec. Restez des nôtres. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit, ce coup-là. Sérieux, Jean-François, t'es vraiment pas d'allure. Faut vraiment pas. Ben oui. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Ça, c'est bien dit. Le parc naturel régional de Portneuf aura un nouvel accueil dans le secteur du Lac-Long, en plus de 2 nouvelles cabines locatives dans le secteur des Gorges Sainte-Anne. C'est grâce à un investissement de 140 000 $ du gouvernement du Québec que le projet va de l'avant pour les 10 ans du parc naturel. Au départ, le parc a été bâti par des jeunes avec un parcours social particulier et maintenant il est autonome financièrement. On entend Vincent Caron concernant l'investissement du gouvernement. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui, au nom de ma collègue et amie ministre du Tourisme, Caroline Proulx, une aide financière de notre gouvernement de plus de 140 000 $ au Parc naturel régional de Portneuf. Une aide qui est accordée dans le cadre du programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux. Le montant octroyé et pour soutenir la construction d'un nouveau poste d'accueil pour le secteur des Lacs-Longs
et Montauban. Et ça va aussi, d'après ce que j'ai su, permettre de construire de nouvelles unités d'hébergement. Mais Sébastien va pouvoir nous donner un peu plus de détails tout à l'heure. La Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf a également contribué avec un financement de 30 000 $. On entend l'administrateur Frédéric Matt. C'est pourquoi la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf est fière d'appuyer et de contribuer pour un montant au-delà de 30 000 $ pour le projet qui s'en vient. Et puis, par l'entremise, dans le fond, de notre fonds d'aide au développement du milieu. Ce projet est important pour le développement économique de notre région et rejoint tout à fait les priorités d'investissement du fonds de notre caisse. Merci. En 2023, 120 000 visiteurs ont visité le parc, ce qui constitue le double de l'affluence qu'il y avait en 2019. Le projet de l'accueil du lac Long nécessite également l'achat d'un terrain qui a finalement été donné par M. Mario Saint-Amand. Ce geste est évidemment très important pour le parc naturel et Sébastien Perrault, le directeur général du parc, a voulu le souligner lors de la conférence du 22 mars dernier. Le voici d'ailleurs avec des détails sur le projet. 2024, ça fait 10 ans pour la création du parc, donc c'est notre anniversaire. Les projets de cette année, c'est un peu notre cadeau qu'on s'offre, un nouvel accueil au lac Long. Ça va permettre de mieux accueillir notre clientèle, améliorer le confort aussi de nos employés, puis de brancher surtout cet accueil-là avec l'électricité, le logiciel de réservation et tout. On a la construction de 2 cabines locatives qui vont s'ajouter au secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. Puis à cela, on ajoute aussi un bâtiment sanitaire au lac Carillon, puis le renouvellement de nos chaloupes. Le montage financier n'est pas encore complet, mais c'est le projet qu'on s'offre pour cette année. Le parc, c'est un lieu touristique qui est opéré par une entreprise d'économie sociale. Qui dit entreprise d'économie sociale, c'est que le visiteur, quand il investit dans son bonheur, dans son plaisir, il investit aussi dans la cause sociale du parc. Donc c'est un double investissement. Le parc naturel régional de Portneuf dispose maintenant de revenus autonomes qui varient entre 900 000 et 1 million de $. Poursuivons maintenant avec l'organisme Accès Travail Portneuf qui a tenu le 23 mars dernier une réunion d'information destinée aux migrants concernant le statut de résident permanent au Québec. Comme les règles d'immigration du Canada sont complexes pour assurer aux nouveaux arrivants de s'établir ici de façon permanente. Accès Travail Portneuf a invité des candidats issus de 10 nationalités différentes à assister à une conférence du cabinet d'avocats spécialisés en immigration. Selon le communiqué de presse transmis aux médias, les participants sur place ont démontré beaucoup d'intérêt en posant plusieurs questions afin d'avoir les outils nécessaires pour solidifier leur statut au sein du Canada. Les candidats à la résidence permanente doivent respecter des critères stricts comme résider depuis au moins 2 ans au Canada ou encore atteindre un niveau de français suffisant. Si une telle conférence intéresse autant de personnes immigrantes, cela prouve qu'elles sont conscientes des enjeux et souhaitent être conformes aux demandes gouvernementales. Poursuivons maintenant avec l'autrice, compositrice, interprète originaire de Saint-Raymond, Mme Caroline Boily, qui a lancé son album « Le feu sous le toit » en janvier dernier. Nous avons discuté avec l'artiste un peu plus tôt cette semaine. Mais avant de vous présenter cette entrevue, voici un extrait de son vidéoclip « Nulle part, sauf ici ». Voici maintenant l'entrevue réalisée avec Caroline Boily. Ici Danick Julien, journaliste, et nous avons en ligne avec nous l'auteur, compositeur, interprète Caroline Boily, qui est originaire de la région de Portneuf. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, vous avez lancé en 2024, au début de l'année, votre premier album, Le feu sous le toit. Pour commencer cette entrevue, pouvez-vous nous parler un peu là, de cet album-là? Quelle est votre inspiration là, pour cet album-là?
Oui, Le feu sous le toit, c'est un album très personnel pour moi, que ça fait quelques années que je travaille sur celui-là. C'est un amalgame émotionnel de choses qui se sont passées dans ma vie que j'ai mis en chanson. J'ai remarqué en écrivant ces chansons-là qu'il y avait le thème du feu qui revenait souvent. C'était un mot que j'utilisais, qui revenait. Je me suis demandé si c'était un problème au départ, puis est-ce que je dois changer les paroles? Est-ce que c'est trop redondant? Et tout, puis j'en ai fait l'analyse de ça, puis je me suis rendu compte que c'est un thème qui est récurrent, mais à chaque fois, j'utilisais le champ lexical du feu. C'était pour exprimer un état puis une situation vraiment différente à chaque fois. Je suis aussi une personne qui adore le feu. J'aime dire que j'ai une petite pyromanie dans l'âme. Je suis très attirée par ça, puis tous ces états, ces formes. Puis là, c'est là qu'en fait est découlé le thème global de l'album, qui est le feu sous le toit. Donc, le feu sous le toit, c'est la maison, c'est le corps, c'est soi. Puis le feu, ça dégage un peu tous les états émotionnels qu'on peut vivre autour de ça. Fait que c'est autant la passion, la colère, la sensualité, la chaleur, la douceur. Ça peut aller tout d'un bord et de l'autre. Fait que c'est plutôt comme toutes les montagnes émotionnelles qu'on peut vivre dans un quotidien. Oui, parce que oui, le feu, comme vous venez de nous le dire, ça peut représenter une multitude d'émotions. Caroline, on a commencé l'entrevue, juste avant l'entrevue, il y avait un extrait de votre pièce « Nulle part sauf ici ». Pouvez-vous nous parler de cette pièce-là en particulier? Oui, « Nulle part sauf ici ». Justement, ça parle d'un contexte relationnel avec peu importe quel type de personne, que ce soit une amitié, un membre de la famille, un amoureux, une amoureuse, puis qu'on s'entend pas. C'est un moment où est-ce qu'il y a peut-être querelle, on se comprend pas, on essaie de s'expliquer, puis on dirait que plus on essaie de s'expliquer, moins on se comprend. Fait il y a une espèce de jeu dans les arrangements de dynamique, où est-ce que ça avance de manière intensive, puis il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Fait que c'est un peu la représentation de cet échange-là qui est très mouvementé, mais on est nulle part sauf ici, c'est le message qui en ressort. Fait que, tu sais, peu importe, même si on se comprend pas, il va falloir qu'on trouve une entente, un mi-chemin entre les deux. Il va falloir qu'on s'arrête, qu'on prenne une pause. Fait qu'il y a aussi, dans le refrain, une espèce de changement drastique dans le rythme, où ça devient vraiment plus langoureux, on essaie d'arrêter le temps un peu. Fait que c'est un peu... ça vacille dans ces deux émotions-là, nulle part sauf ici, d'être ici maintenant, moment présent, trouver le mi-chemin avec l'autre. Vous me semblez une artiste qui travaille beaucoup ses textes. Est-ce que pour vous, c'est important justement dans la musique que le texte soit mis de l'avant? Extrêmement important pour moi. Il n'y a pas d'ordre. Ça va être différent pour chaque artiste. Mais quand le texte est là, j'essaye le plus possible de me coller aux propos puis aux intentions du texte, puis essayer de le représenter musicalement. C'est ça qui m'inspire beaucoup, la musique, et vice-versa. Des fois, il se passe des trucs musicalement, puis je me demande qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça représente. Puis l'un et l'autre vont venir s'influencer, puis c'est vraiment mon moteur créatif premier que ces deux choses-là se suivent ensemble. Ouais. Parfois, les gens qui consomment la musique ne s'aperçoivent pas du travail qui est mis derrière un album. Pouvez-vous nous parler un peu là, du travail que vous avez dû effectuer là, pour en arriver là, au produit final, Le feu sous le toit? C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de personnes qui sont intégrées là-dedans. C'est sûr que ça commence par un processus créatif, d'introspection dans mon cas. Je pense qu'il faut vivre des expériences, se regarder aller pour que là, on ait quelque chose à dire, tout d'abord. Travailler sur des chansons, je me mets à travailler les textes aussi avec d'autres gens, échanger un peu là-dessus. Puis après ça, j'ai mon partenaire, collègue, Nicolas Benoît-Rattel, avec qui je co-réalise mes chansons depuis longtemps. On a travaillé ensemble sur cet album-là. Fait que, j'apporte ces chansons-là avec lui, on jase, on commence à
à discuter des arrangements. Ensuite de ça, on a fait une résidence musicale avec mes musiciens. Parce que j'ai les mêmes musiciens depuis un bon moment. Puis on est allé une semaine travailler ces chansons-là qui étaient nouvelles pour essayer des affaires. Fait qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Par rapport à ça, pour commencer à avoir un univers qui se forme, qui fait son sens. Puis là, ensuite de ça, j'ai retravaillé ça. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, d'échanges qui se fait. Puis là, à un moment donné, quand on commence à être confortable, puis que ça fait son sens, puis que ça répond... aux chansons, puis aux besoins, puis aux intentions, là, j'ai booké le studio. Fait que là, on est parti une semaine en studio. Tout le monde ensemble. Ensuite de ça, il y a les mix pour comme l'aspect sonore, où est-ce qu'on installe les instruments dans nos oreilles et de quelle façon. Puis ça, c'est vraiment long comme processus, puis il y a beaucoup d'échanges avec les gens. Puis ensuite de ça, il y a le mastering qu'on appelle, qui fait en sorte que tous les volumes vont être bien égalisés et que les fréquences ils vont se trouver au bon endroit pour que ce soit agréable à l'écoute. Surtout. Puis ensuite de ça, il y a tous les visuels à travailler. Comment est-ce que je m'identifie visuellement? Fait que là, on travaille avec des directions artistiques, des graphistes, pour faire comme un plan de promotion ensuite de ça. C'est vraiment un travail de longue haleine. Puis après ça, si on veut faire mousser un peu l'album, puis qu'il se rende le plus possible aux gens, on sort des singles aussi, on sort des simples. Donc, j'en ai sorti 4. Fait que ça fait en sorte que l'album, il va sortir peut-être comme dans un an après qu'il a été enregistré en studio, entre autres. Dans mon cas, ça a été quasiment 1 an et demi après l'enregistrement de celui-là. Fait que, tu sais, ça fait quasiment 3 ans que je travaille, tu sais, depuis les balbutiements de créatifs jusqu'au produit final, là, jusqu'en janvier dernier, ça ressemble à un 3 ans dans mon cas. Puis, tu sais, il y a aussi beaucoup d'autres... partenaires qui travaillent derrière ça. Il y a les relationnistes de presse aussi. Il y a quand même eu des campagnes. Donc, c'est beaucoup de monde qui est impliqué, là. Ouais, c'est ça. Il y a moi, c'est moi qui ai mis de l'avant, mais il y a énormément de gens, énormément de temps au travers de tout ça. Fait que c'est un grand travail de longue haleine. Caroline, on arrive à la fin de notre entrevue. Depuis combien de temps vous faites de la musique, là, et depuis combien de temps vous écrivez? Que j'écris depuis mon adolescence quand même. Tu sais, mes parents ils m'ont inscrit à mes premiers cours de chant à l'école de musique de Pont-Rouge. Oui. J'avais 4 ans, je chantais partout à l'épicerie apparemment. C'est toujours resté en moi. J'écrivais au secondaire, je pense que ça me permettait de me comprendre. Puis ça a été un chemin logique de m'en aller étudier en musique par la suite. Puis c'est à partir du cégep que j'ai bougé vers Montréal. Même si je viens de Saint-Raymond, puis j'aime ça y revenir toujours. Fait que tu sais, je pense que ça fait partie de moi naturellement depuis que je suis jeune. C'est resté. J'ai toujours fait de la musique. Et en parlant de la région de Portneuf, est-ce que c'est dans les projets de venir justement faire des spectacles ici, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Oui, c'est un projet. Donc, je n'ai pas de date officielle à donner aujourd'hui, mais je suis en train d'organiser ça. Je viserai le printemps, si ça ne fonctionne pas, l'automne, pour faire un spectacle dans la région, présenter l'album. Je serais très heureuse de revenir dans le coin. Pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi la meilleure façon de pouvoir justement là, écouter votre musique? Évidemment, il y a les réseaux sociaux. On peut tout trouver là-dessus. On peut écouter l'album sur toutes les plateformes que l'on préfère. Super. Ouais. Caroline Boily, merci beaucoup d'avoir été des nôtres là, pour cette entrevue. Merci de m'avoir reçu. Merci, au revoir. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les Portneuvois que les travaux de réfection du pont sur la route 367 à Sainte-Catherine, au-dessus de la rivière Jacques-Cartier, vont reprendre de plus belle dans les prochaines semaines, en fait du 1er avril jusqu'à l'automne 2024. Des entraves à la circulation auront lieu pendant les travaux. Le ministère informe qu'au minimum, durant les jours de semaine, il y aura le maintien d'une voie de 3,3 mètres. Pour certaines opérations, la circulation se fera en alternance en dehors des heures de pointe. Ce sera le plus souvent lors des soirs, des nuits et des fins de semaine.
Occasionnellement, la route sera complètement fermée la nuit et ce, même pendant les semaines. Les usagers de la route devront passer par Shannon à ces moments-là. Sauf lors des fermetures complètes, la circulation piétonne sera maintenue et les cyclistes pourront passer. Cependant, ils devront marcher à côté de leur vélo. Le club de la Flèche de l'Archer entraîne beaucoup de Portnevois au tir à l'arc dans Portneuf, alors que plusieurs de ses athlètes s'illustrent jusqu'à la scène internationale. On entend le reportage de Charles Laviolette sur les récentes activités de ce club. Le club La Flèche de l'Archer est installé à Donnacona dans des locaux attenant à l'école secondaire et à la salle de curling. Depuis 31 ans, cette véritable école d'archer entraîne des sportifs de haut niveau dont plusieurs se démarquent dans des compétitions nationales. Pour cause, les archers du club sont revenus des Jeux du Québec 2023 avec plusieurs distinctions, dont 2 médailles d'or. Nous avons visité les locaux du club d'archer et rencontré l'entraîneur en chef Yvon Legault. Le club existe depuis 31 ans. C'est un regroupement d'archers qui pratiquait à Portneuf sur une érablière d'un des membres. Puis quand l'automne est arrivé, bien là, la neige est arrivée, il n'y avait plus d'endroit où pratiquer. Fait que, ils ont commencé à faire des recherches, puis ils ont trouvé l'endroit ici, qui était anciennement un vide sanitaire. L'été dernier, on a envoyé 4 jeunes aux Jeux du Québec, parce que conjointement avec le club Kamen-Toucache de Québec, on est les 2 seuls clubs dans la région de Québec qui a des jeunes. Fait qu'on a envoyé 8 jeunes aux Jeux du Québec. Puis sur les 8, on en a 5 qui ont ramené des médailles, dont 3 de notre club qui ont ramené 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Aujourd'hui, c'était une Coupe Québec. Dans la saison hivernale, on en programme 5. C'est pour nos jeunes de 17 ans et moins. C'est pour les préparer pour aller aux Jeux du Québec. C'est comme une préqualification. Nous, on en programme 5 durant la saison. Il faut qu'ils en fassent un minimum de 3. Puis il faut qu'ils atteignent un minimum de 150 points sur 300 pour être éligibles pour participer à la sélection. Ce matin, ce qu'on a vu, on a tiré sur une cible de 60 cm. C'est les prérequis pour les Jeux du Québec. Et on tire sur le gros 10. On a un petit 10, on a le gros 10. Puis il faut qu'ils atteignent 150 points minimum. On tire à 18 mètres à l'intérieur. À l'extérieur, les jeunes ils vont tirer dépendamment de la catégorie. Fait que les benjamins vont tirer à 40 mètres et les cadets vont tirer à 50. Benjamin, c'est 12, 13, 14 et cadet, c'est 15, 16 et 17. Pour quelqu'un qui est intéressé à suivre une formation de tir à l'arc, on donne un cours sur une période de 4 soirs, qui est environ 10 heures de cours. On va passer au travers de la théorie, qu'est-ce qu'un arc, la nomenclature d'un arc, que ce soit un arc recourbé, que ce soit un arc à poulie, les flèches. Quand ils viennent suivre la formation, on a une partie théorique à tous les cours qui dure environ 30 à 45 minutes. Et le restant du temps, c'est en salle, puis on fait du volume de tir. On leur montre la base au complet, la forme de tir. Quand on parle de forme de tir, c'est la position sur la ligne de tir à partir de la position des pieds, le corps, la mise en direction de l'arc. On va chercher la flèche, l'ancrage, la visée. On regarde quoi? Comment est-ce qu'on regarde? Après ça, la décoche. Après ça, c'est le moment de relaxation. Ensuite, une fois que nos flèches sont tirées, on se déplace, tout le monde, on va chercher nos flèches et on recommence. À ce moment-là, on a un entraîneur qui est là pour nous aider à atteindre notre objectif qui est de tirer dans le jaune d'une cible. Là, ce qu'on va filmer présentement, c'est la deuxième partie de la Coupe Québec qui est du tir animalier. Le tir animalier, c'est une grosse partie de notre club. Les membres y ont accès le lundi soir, le mardi après-midi, puis le mardi soir. On installe 10 cibles animalières pour les arcs à poulie et on en installe 10 pour les arcs recourbés. Les bienfaits du tir à l'arc, ça va nous aider à la concentration. Ça va nous aider à travailler en équipe aussi. Parce que là, quand on arrive au ballot, on va travailler en équipe à 2 ou à 3
pour compter les points. Ça nous aide au côté mathématique. Le club offre depuis peu aux élèves de l'école secondaire Donnacona des cours dans le sous-sol du bâtiment, là où se trouvent les locaux de la Flèche de l'Archer. J'ai contacté la commission scolaire pour voir s'il était possible d'avoir des fonds pour acheter des équipements pour les jeunes. Et ils nous ont acheté 12 arcs avec l'équipement complet pour nos jeunes, pour qu'ils performent. Là, mon dilemme, c'est d'être capable de sortir ces jeunes-là pour les emmener, pour qu'ils viennent pratiquer avec nous ici, pour essayer de les emmener aux Jeux du Québec. Nous avons rencontré Alexia qui a débuté ses cours à l'automne dernier. Ça, c'est mon arc. Comment on le fait tenir? C'est avec, ici, ça a l'air d'une pince. On va tirer. Quand tu es prêt, tu lâches. Puis ça aide pour que ça reste en place puis que la flèche vienne au-dessus pour partir. Le gouvernement du Québec investit par le biais de son programme Primo près de 8 millions de dollars dans 3 villes de Portneuf pour l'amélioration de leurs infrastructures d'eau. Premièrement, Donnacona obtient près de 6 millions de dollars pour des projets qui touchent les rues Notre-Dame, Papillon, de l'Église et aussi l'avenue de l'Île. Voici les propos du maire Jean-Claude Léveillé. La ville de Donnacona a pu avoir l'obtention de l'aide financière de 4,3 millions pour effectuer en 2026 la réfection complète de la rue Notre-Dame entre la rue Marcoux et la rue du Manoir. En plus de cette belle nouvelle, un montant de plus de 1,6 million qui a été octroyé pour effectuer la réfection complète des rues des Lilles et Papillon, ceci en 2025. D'ailleurs, je tiens à remercier notre directeur des services techniques, M. Martin Paré, pour son implication active dans tous ces dossiers. Depuis 1995, la Ville de Donnacona s'est dotée d'un plan d'intervention pour l'ensemble des réfections de la rue à effectuer au fil des années sur son territoire. On devrait compléter, si ma mémoire est bonne, en 2032. On devrait avoir fait le tour de la ville. Ainsi, avec cette importante aide financière, il sera possible de poursuivre notre plan d'intervention pour la réfection de nos rues et de renouveler de manière optimale et sécuritaire nos chaussées, nos conduites d'eau potable et d'égouts. Pont-Rouge reçoit plus de 1,2 million pour renouveler les conduites sous la rue Saint-Charles. Voici Mario Dupont, maire de Pont-Rouge. Pont-Rouge, oui, on est content d'avoir une belle subvention avec le Primo. C'est quand même 1 200 000 qu'on vient d'aller chercher. Je dois dire que c'est pas la première fois qu'on le demande. Il y a eu du retard. D'autres, on devait le faire l'année passée. L'année passée, on a eu des très gros travaux, mais on était dans des dépassements de coûts. Fait qu'on est obligé de le mettre encore sur la glace. Mais heureux de pouvoir le passer enfin cette année, de pouvoir refaire les conduites d'eau potable, refaire les conduites d'égout. C'est quand même à 75 % que c'est quand même payé. C'est quand même pas peu. Ça nous aide beaucoup. Nous, à Pont-Rouge, on essaie de prendre la cadence de pouvoir en faire quand même plusieurs afin de tout ce qu'on peut avoir comme opportunité. On saute sur les opportunités parce qu'on veut refaire notre réseau puis le mettre vraiment à jour et faire en sorte que l'eau potable, qu'il y ait moins de pertes, mais aussi pour les égouts, qu'ils soient séparés parce qu'il y a encore des secteurs qu'on a. Nous, les égouts sont mêlés avec le pluvial. Donc, comme la rue Saint-Charles, c'est avec un autre des secteurs qui va être corrigé. Fait que ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup au gouvernement de nous aider pour cette belle subvention-là. À Saint-Raymond, c'est approximativement 800 000 qui sont investis dans le secteur de l'avenue Saint-Simon. Voici Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. À Saint-Raymond, c'est un petit projet que nous avons offert sur la route Sainte-Claire. Le chemin Sainte-Claire qui est plus petit. Et le Saint-Siméon on en profite pour refaire une partie de Saint-Siméon en même temps. À Saint-Raymond, on a la chance d'avoir nos infrastructures qui sont quand même pas mal à jour. On en est très fiers. Nos infrastructures ont toutes été refaites dans Saint-Raymond. Il en reste encore à faire, mais on est au-dessus de la moyenne dans ce qui a été fait. Donc, les budgets annuels sont mis à chaque année. On va chercher aussi des subventions selon l'argent qu'on a à mettre et selon l'importance qu'on y met. Donnacona a sûrement mis beaucoup d'importance sur cette rue-là cette année pour y mettre autant d'argent comme Pont-Rouge pour la sienne.
Donc, je tiens à vous dire, aucune jalousie par rapport aux argents. Le programme Primo a été bénéfique pour les 3 villes les plus populeuses de Portneuf. Vincent Caron déplore de voir que certaines municipalités moins populeuses n'ont pas reçu d'aide de ce programme. Voici ce qu'il avait à dire. Le fait que je stipulais que c'était les 3 municipalités les plus populeuses de Portneuf qui obtenaient subventions, malheureusement, on remarque que les petites municipalités n'ont pas toujours les moyens humains de pouvoir appliquer sur des programmes comme celui-là. Donc il faut vraiment essayer de se repenser et je sais qu'à la MRC, le Conseil des maires travaille là-dessus pour essayer parfois de partager finalement des services. On le voit et vous l'illustrez, on en parlait la semaine dernière avec une situation qui se produit actuellement à Saint-Léonard de Portneuf où on aurait peut-être pu accéder à une aide primo, mais bon, la situation, et puis c'est pas une histoire de chercher de coupables, etc. C'est que nos petites municipalités manquent de ressources financières pour avoir les ressources humaines qui peuvent répondre, parce que le gouvernement est aussi de plus en plus exigeant, hein, il faut l'admettre aussi. Donc oui, on donne plus de responsabilités à nos municipalités, mais ça fait en sorte que nos municipalités ont plus de travail. Donc il faut continuer à travailler en ce sens-là pour que aussi les petites municipalités de Portneuf puissent bénéficier de soutien comme celui-là. La Ville de Saint-Raymond présentera le 13 avril prochain son premier salon de l'installation septique. Le tout aura lieu de 9h à 16h30 au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Plusieurs exposants seront sur place, formés d'entreprises et d'organismes des domaines de l'installation septique et de l'environnement. Des conférences se tiendront l'après-midi et aborderont les thèmes de l'installation septique, de l'environnement et de la réglementation. L'entrée est gratuite pour tous. Une vingtaine d'exposants seront présents pour cette journée, comme des fabricants d'installations, des consultants au sol, des entrepreneurs et des foreurs. En après-midi, il y aura des conférences, donc d'ailleurs à 13h, Louis-François Gauthier de TP Urba Solutions, ça c'est pour la réglementation. À 14h, Marie Moulin de la CAPSA avec les enjeux liés à l'eau potable. Et à 15h, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour le vidange des installations septiques. Vous n'êtes pas sans savoir que CJSR a maintenant une infolettre et ça s'adresse à tous les Portneuvois pour l'information. Le bulletin de nouvelles que vous avez ce soir sera donc retranscrit dans cette infolettre pour vendredi. En fait, c'est toujours les vendredis suivants, les jeudis d'info CJSR qu'on vous envoie ça. Vous avez donc les minutages pour les entrevues et toutes les informations également là, qui ont été discutées dans Info CJSR. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site web de CJSR et vous pouvez directement mettre votre adresse courriel. Il y a une petite confirmation à faire et ensuite, le tour est joué. Vous pouvez être informé. Cette infolettre est mise en place par mon collègue Aubert Tremblay et par moi-même là, de par les informations qui y sont présentes. La Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP, donnera sa prochaine conférence horticole dimanche le 21 avril 2024 dès 13h30 à la Maison de la Culture, 270 rue Notre-Dame à Donnacona. La conférence Les nouveautés horticoles 2024 sera animée par M. Roch Giguère. Elle est gratuite pour les membres de la CHEP ainsi que pour les résidents de Donnacona. Les non-membres devront défrayer 5 $ pour participer. Des prix de présence seront offerts aux participants de la vente de billets, par la vente de billets, pardon. Jardinier amateur depuis plusieurs années, Roch Giguère visite des jardins d'essai et des expositions horticoles en Amérique du Nord et en Europe pour dénicher les plantes les plus inusitées et méconnues qui peuvent être introduites dans vos jardins. Actif au sein de nombreuses sociétés horticoles, dont l'Association des petits jardins du Québec. Il est aussi le coordonnateur du club Les Alpinagistes. Roch Giguère sillonne le Québec depuis 1992 pour donner des conférences sur l'horticulture.
La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette sera en pause ce week-end, sera de retour en action le 8 avril. On prend donc une pause pour, en fait, le lundi de Pâques. Les Jaunes vont affronter les Verts pour le dernier match de leur saison régulière. Il est possible de voir en direct sur place ce match gratuit à partir de 19h au cinéma Alouette. Par la suite, ce match sera diffusé sur les réseaux de CJSR dans son émission prévue à cet effet. Alors voilà pour le bulletin Info CJSR. Merci à notre équipe et évidemment à nos invités aussi. Pour notre équipe, nous avons Arthur, Philippe, Carole, Charles, Cédric. On se laisse avec des images du Festival de la banquise du mois dernier. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine.